Par contre, plutôt de ce côté-là pour l'enregistrement, c'est ça? Oui, c'est ça. Good. Si tout au fond, vous n'entendez pas, soit vous nous dites de parler plus fort, soit on peut repasser avec une... Donc le live marche. Le live marche bien, voilà. Bon, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau meet-up du Club Power BI. On est ravis de vous voir toujours aussi nombreux participer à nos événements. Donc, le thème de ce soir, c'est Power BI au service de la data science. Donc, on va voir comment les deux peuvent interagir avec un retour d'expérience de Kérus, chez qui on est ce soir. Donc, tout d'abord, merci à Kérus. On voulait peut-être vous laisser un petit mot pour vous présenter. Bonjour, donc je suis Bertrand Renaud, qu'on appelle le distributeur responsable de Saint-Kérus, une communauté et on est heureux de vous accueillir pour le deuxième meet-up de l'année dans nos locaux et le deuxième meet-up chez Kérus depuis l'existence du club Power BI. Donc alors, dans une session autour de la data science dans Power BI. Merci beaucoup. Donc, l'agenda assez classique. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas le club Power BI. Donc, on organise des meet-ups mensuels sur Paris. Comme vous pouvez vous en douter, ça touche toujours de très haut de loin à Power BI. On découpe en général les sessions en quelques petites news communautaires, des news ensuite sur le produit, parce que le produit évolue chaque mois avec des nouvelles fonctionnalités, et ensuite avec un retour d'expérience. Donc, on va suivre cet agenda ce soir. Alors, on va commencer par les news communautaires. Jean-Pierre, on essaie de faire une petite parenthèse, parce qu'après tout, c'est toujours bien aussi de rappeler qu'on est une communauté, une association, on fait tout ça sur notre temps perso. Même les speakers qui nous accueillent, ils prennent du temps pour préparer des sessions. Donc, c'est bien aussi de rappeler qu'il y a aussi toute une communauté. Qu'une communauté, c'est pas juste… il y a du travail derrière. Donc, on est là aussi pour essayer de la faire vivre et de la faire grandir. Donc, les news communautaires sont les suivantes. Pardon, je choisi mon nom pour la photo. C'est la bonne souris, ça va? Je peux zapper? Ouais, non, mais je vais le faire pour toi, t'inquiète. Merci. On met toujours ce slide. La plupart, si vous êtes déjà venus, vous le voyez à chaque fois. Un point d'entrée clubpowerbi.com. On fait juste un peu de promo. Donc, on a dit qu'on était en live sur YouTube. Donc, si jamais un jour vous ne pouvez pas venir, on est content que vous soyez là et on est content de pouvoir échanger avec vous, vous avoir dans une salle. Mais n'hésitez pas, on a aussi la version live en replay sur YouTube, un forum, allez poser des questions. J'ai l'impression qu'il est un peu moins actif en ce moment. Il est moins actif en ce moment, le forum. Ça veut dire que tout le monde comprend le DAT, Power Query, les gateways, tout ça. C'est fait pour et c'est même pas à nous qui répondons. Enfin, entre autres, ça dépend, mais c'est vraiment… tout à chacun il y a vraiment des experts maintenant sur le forum qui répondent pour vous. Est-ce que tu peux passer sur le slide suivant? On a fait la petite promo tout à l'heure pour les retardataires. On vous rappelle qu'il y a toujours un sondage. On n'a pas atteint notre nombre statistique pour avoir des réponses, on va dire, plutôt fiables. On a une centaine de réponses, on aimerait en avoir 130, 150 par rapport au nombre de membres du club qui est de 1200 maintenant quasiment. Donc, n'hésitez pas à nous dire finalement ce que vous voulez pour cette communauté, mais aussi pour le produit, puisque l'idée, c'est aussi de faire une synthèse pour nos consommateurs. Il n'y a pas de grands résultats qui se dégagent du sondage, si ce n'est de finalement, vous êtes satisfait du format tel qu'on le fait. Il y a forcément des gens qui aimeraient que ça soit un petit peu moins loin, un petit peu plus proche, un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. Mais globalement, vous êtes dans l'ensemble satisfait de la façon dont on organise ce club. Donc, voilà, n'hésitez pas, si justement vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, allez nous dire dedans. Et vous êtes finalement très peu à utiliser le publish to web, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bref. Voilà, c'était une petite joke. Le Power Saturday, l'année dernière, on a organisé en fin d'année, alors si je parle d'année scolaire, en fait, en juin, on avait organisé une conférence. On avait appelé le Power Saturday qui concluait une année de meet-up, un peu plus d'une année de meet-up, avec une conférence sur une journée où on mobilise vraiment des speakers, des experts qui sont là pour vous délivrer du contenu, un petit peu moins en mode communautaire meet-up, un petit peu plus pro, ça reste une conférence communautaire. Ça s'était bien passé, c'était notre première, on avait eu 130 participants, ce qui pour une première conférence un samedi était un exploit. Et bien on a, c'était un peu spoilé, on a l'immense plaisir de renouveler Power Saturday en juin 2019. Vous remarquerez au passage qu'on a changé de logo, mais je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc bien évidemment, ça parlera de Power BI, mais pas que. Et donc on a fixé la date, ça y est, les devis sont signés, on a notre lieu. Ça sera même que l'année dernière, on est parti pour une belle conférence qui aura lieu les 14 et 15 juin. Si tu veux passer au slide suivant, juste pour vous donner des éléments
sur ce qu'est le Power Saturday pour ceux qui ne connaissent pas, pour le rappeler, pour ceux qui étaient l'année dernière. Donc, c'est une conférence annuelle autour de Power BI. Je dis bien autour de Power BI parce que l'idée, c'est vraiment d'aller un petit peu au-delà. On avait fait quelques sessions Office 365, Power Platform, Power Apps et Flow. Donc, finalement, on va s'associer avec deux autres communautés. Alors, la communauté data, c'est facile. En fait, c'est la même association. Techniquement, on change juste le t-shirt, on retire du jaune, on met du orange. Mais c'est à peu près les mêmes personnes. On travaille sur des technos moins sexy. Voilà, c'est pas tout à fait la même techno, mais c'est les mêmes, techniquement, c'est la même association. Et on va travailler avec l'association AOS, qui organise aussi des conférences de leur côté, plutôt autour de Office 365. Et l'idée, c'est de se réunir, de faire quelque chose de plus grand, qui va occuper tout le centre de conférences, et de vous proposer vraiment 3 conférences en une, qui ont chacune leur identité et leur nom propre. Et on met tout ça autour de la bannière Power Saturday avec un nouveau logo. On va essayer de vous offrir le maximum de contenu sur ces 2 jours. C'est au même endroit que l'an passé, donc ça paraît 10e. On vous donnera évidemment des précisions. On a juste signé le devis hier, donc c'est très très récent. On aura 6 salles, donc on pourra traiter vraiment de 6 sujets en parallèle. Est-ce qu'il y aura 3 sujets Power BI et 3 autres sujets? Est-ce qu'on fera 2 salles Power BI et des salles data? Bref, on essaiera de vous mettre un agenda assez riche et aussi diversifié, parce que l'objectif aussi d'une communauté, nous on n'est pas Microsoft, c'est-à-dire que si vous prenez Power BI, nous on n'est pas subventionné quand vous achetez du Power BI. Donc l'idée c'est d'une communauté, c'est pas juste de vous présenter un produit, mais c'est de vous présenter tout l'écosystème qui est autour. Ça peut être les partenaires, ça peut être le produit, ça peut être les produits tiers. Donc c'est un peu l'objectif qu'il y a derrière. On pense une quarantaine de speakers français et on aime bien faire venir quelques homologues, quelques confrères à nous qui peuvent venir d'Europe, voire d'ailleurs, on ne désespère pas de faire venir des grosses pointures de corps, pourquoi pas, on va voir. Ou d'Italie. Ou d'Italie, en effet. Je pense que c'est un peu tard, mais on essaiera. Et enfin, les pré-conférences le vendredi. Donc cette conférence aura lieu le vendredi et le samedi. C'est simple, le vendredi, on vous fait payer, c'est du contenu premium, mais ça reste bien une conférence avec 1 ou 2 speakers qui vous allez profiter d'un expert pendant la journée. Et enfin, le samedi, c'est la journée communautaire. On demande une petite participation pour les frais de repas, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une conférence gratuite le samedi. En plus, le samedi, c'est super, c'est détendu. À chaque fois qu'on a fait conférence le samedi, il y a vraiment Alors, l'idée, c'est pas de dire on est dans l'ambiance, on va jouer au backtrap, etc. Mais globalement, on s'aperçoit que les participants sont beaucoup plus libérés. Il n'y a pas les mails, il ne faut pas répondre à son boss avant 15 heures parce que sinon le contrat il va nous filer sous nez, etc. Vous êtes tranquille. Alors par contre, il faut gérer les enfants, maman, tout ça, mais globalement, on est souvent mieux sur le samedi. Donc, payant le vendredi, gratuit le samedi, voilà l'idée de la conférence. Évidemment, on vous donnera plus d'infos au fur et à mesure. Suivez juste le Power Saturday. On est en train d'organiser ça. Est-ce que vous recevez bien tous les communications qu'on envoie par email? Normalement, oui, à peu près. Sauf les tout nouveaux inscrits là, qui sont tout nouveaux ce soir ou qui se sont inscrits récemment sur la page Meetup. Mais effectivement, on va communiquer plus largement sur cet événement. Donc, vous avez bien retenu les dates 14 et 15 juin 2019. Voilà. Commencez à bloquer. Si vous voulez bloquer les dates. Partager du contenu et donc être speaker à cet événement. Pareil, notez bien la date. On communiquera les liens pour pouvoir vous inscrire en tant que participant ou en tant que speaker. Voilà. Bon, merci pour les news communautaires. Du coup, on va passer aux nouveautés sur le produit. Il n'y a pas eu de mise à jour de Power BI Desktop en janvier 2019. C'est arrivé 2 fois dans l'histoire de Power BI version 2. Celle de février, elle va arriver, mais elle n'est pas encore sortie. Néanmoins, on a quand même des choses assez sympas à vous montrer. Donc, je vais aller assez vite sur les démos parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir ce super retour d'expérience là sur la Data Science et Power BI. Donc, voilà ce que je vais vous montrer assez rapidement. Le data profiling sur l'ensemble de la table. Alors, il y en a peut-être qui ne voient pas de quoi je parle. Donc, je vais aller directement. Vous avez tous reconnu Power Query, d'accord? Où désormais, vous avez la possibilité. Alors, c'est en pré-version, donc il faut aller l'activer dans les options. Mais vous pouvez en fait afficher, ce que vous voyez ici, les informations, donc distribution de la colonne et qualité de la colonne, pardon. C'est ce qu'on appelle le data profiling ou le profilage des données. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer ce feature parce que j'imagine qu'il y a une population qui s'intéresse à la data science dans la salle. Et c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres outils, comme Azure Machine Learning par exemple, ou d'autres. Et je sais que les data scientists apprécient d'avoir cette vision du dataset
la distribution des colonnes, le nombre de valeurs distinctes, etc., etc. Il y avait un petit défaut dans la version qui est sortie sur Power Query, du coup, c'est que vu que Power Query travaille sur une version preview de la donnée, sur les 1000 premières lignes, vous pouviez, à moins de charger tout le dataset, vous pouviez faire le profilage que sur les 1000 premières lignes, d'accord? Alors, il y a une petite fonctionnalité cachée que j'ai vue sur Twitter. En fait, c'est que si vous cliquez ici, tout en bas, là, en fait, vous pouvez activer le profilage sur l'ensemble de la table, d'accord? Et donc là, effectivement, il va scanner toute la table et retourner la distribution, d'accord? Donc, c'est en cliquant sur ce petit bouton-là. Et là, je lance le profiling. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble cette table, hein, c'est votre PBX, mais voilà, bon, il a fini. Et je peux voir, du coup, la distribution de mes différentes colonnes. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Vous avez remarqué que on utilise la version française de Power BI, mais ce petit truc-là, ils ont décidé de ne pas le mettre en français pour l'instant. Bon, voilà, après, on comprend ce que ça fait. C'était peut-être pas prévu de l'afficher. Ouais, peut-être. Donc, voilà pour le profilage des données. Je vais retrouver le slide. Alors, maintenant, on va passer côté service. C'est vrai qu'on vous montre souvent des choses côté desktop, hein, parce que c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un desktop, c'est l'outil où vous faites vos développements, les différentes étapes de l'iceberg, se connecte aux données, on fait la modélisation, etc. Le service, c'est plus la partie collaborative, là où on va publier ses rapports, éventuellement mettre des refresh de données, etc. C'est vrai que nous, dans nos démos, on fait très souvent des focus sur le desktop, parce que c'est là où ça bouge le plus. Tous les mois, il y a vraiment des features qui sortent assez puissants. Là, il y a des choses assez sympas qui sont sorties dans le service récemment, d'accord? Donc, on va peut-être désactiver le truc. Dans le service, il y a la première chose qui est intéressante, c'est les signés personnels, d'accord? Donc, je vais aller dans Power BI Service. Alors, normalement, j'ai un compte ici. Voilà. Donc là, je suis dans Power BI Service, je suis authentifié avec mon compte Power BI. Et donc maintenant, là, je suis au niveau rapport. Donc, il se trouve que je suis l'auteur du rapport, mais les lecteurs de rapport peuvent faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'enregistrer eux-mêmes leur propre vision du rapport en filtrant des éléments, en se racontant leur propre story. On parle de data storytelling, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, la construction de bookmarks ou de signés était réservée aux développeurs de rapports qui, dans le desktop, choisissent de mettre en place une cinématique. D'accord? Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'un lecteur de rapport, donc une personne qui est en lecture seule sur le rapport et qui va jouer avec, finalement, elle peut s'enregistrer sa propre série de bookmarks, de signés, d'accord, pour pouvoir focus sur les données. Donc, exemple ici, c'est un dashboard, un rapport que j'avais fait sur les présidentielles de la Ve République. Donc, par exemple, je vais m'enregistrer 2017, si j'arrive à bien écrire, premier tour. Voilà. Enregistrer. Je vais mettre un deuxième signé où je vais aller sur une autre page. Vous comprenez là ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me créer ma cinématique. Et puis, par exemple, je vais filtrer sur 2017 et puis je vais faire un focus sur un département que j'ai choisi complètement au hasard. Et du coup, je vais rajouter 2017, deuxième tour. D'accord? Donc, j'enregistre mon bookmark. Et donc, finalement, par la suite, je peux me mettre en vue bookmark. Alors, je ne sais plus où c'est. Je me demande si ce n'est pas là. Affichage. Volet de bookmark. Voilà, signé. Et donc, vous remarquez que maintenant, il y a bien deux types de signés. Il y a les signés qui sont définis par l'auteur du rapport, donc le développeur de rapport dans le desktop. Et puis, il y a vos signés personnels à vous en tant que lecteur de rapport. Et donc, ensuite, on peut imaginer un scénario où un utilisateur métier qui a reçu une app Power BI, un rapport Power BI, il s'enregistre ses propres signés comme je viens de vous le montrer. Et puis derrière, il va en présentation voir son top management et il lui raconte une histoire avec les fameux bookmarks. D'accord? Là, je défile les slides, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis toujours dans Power BI, donc mes bookmarks, je garde une interaction avec mes graphiques. D'accord? Donc, si je vais aller filtrer sur un autre département ou une autre année, par exemple, évidemment, je suis dans Power BI, donc cet aspect dynamique de la story, je la garde. D'accord? Donc, voilà, je vous laisse vous transposer dans le scénario.
Bon, il y a de fortes chances qu'à la fin de la démonstration, cet analyste, on lui demande d'imprimer un PDF de 90 pages parce que ça a toujours été comme ça. Hein, ça, c'était juste pour la blague. Mais voilà, donc les signés personnels dans Power BI. Très sympa pour se raconter sa propre histoire. Changer l'interaction par défaut entre les graphiques. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existe que dans le service aujourd'hui. Mon petit doigt me dit que ça va arriver dans pas très longtemps dans le desktop. En fait, vous allez pouvoir... Alors, je vais ouvrir un rapport Power BI. Alors, je ne vais pas du tout spoiler la démo, donc je vais mettre sur une page vierge. Alors, ouais, le problème, c'est que je ne connais pas du tout le dataset. C'est pas grave, on va faire un truc au hasard. On va mettre ça, et puis on va mettre un autre truc. On va mettre, pas les species, mais voilà. D'accord? Donc, quand je construis là, je suis dans Power BI Desktop. Quand je construis plusieurs graphiques, donc l'un des intérêts de Power BI, c'est l'interaction native entre les graphiques au sein d'une même page. Et par défaut, le filtre qui est retenu, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est la vue contributive ou la vue mise en surbrillance, ils appellent ça, je crois, dans l'outil. Et donc, vous pouvez la modifier en disant, en fait, plutôt que avoir cette vue mise en surbrillance, moi, je veux la vue filtrée, qui est beaucoup plus visible dans ce cas-là et dans la majorité des cas, en fait. Très souvent, en démonstration, en formation, la vue en surbrillance, qui est la vue par défaut, elle perturbe énormément les utilisateurs métiers. D'accord? Donc, vous avez toujours eu la possibilité de changer les interactions entre les graphiques. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, vu que par défaut, c'était la mise en surbrillance, d'ailleurs, on vous en avait déjà parlé, je crois, dans notre précédent meetup, quand on a 5 ou 6 graphiques au sein d'une même page et qu'on doit gérer 2 à 2 l'interaction entre chaque graphique, on en est facilement à 25 ou 30 clics juste pour changer les interactions entre les graphiques. C'est un petit peu pénible, il faut pas se le cacher. Et bien maintenant, alors ça existe que dans le service, mais j'imagine que ça va venir dans le desktop. Donc, je vais me mettre sur un autre rapport. Au pif, je vais prendre le même, là, la 5e République. Et vous voyez là, donc, je suis au niveau des paramètres du rapport. Et donc, je vais pouvoir modifier par défaut l'interaction que je vais avoir entre les graphiques de mon rapport. C'est-à-dire que je peux définir, par défaut, je veux la vue filtrée, qui, en mon sens, est plus logique dans la majorité des cas. Et donc, vous n'aurez pas un à un à aller rechanger les graphiques à chaque fois. Vous pourrez toujours aller mettre en surbrillance au cas par cas si besoin, mais celle qui sera par défaut, ça sera la vue filtrée. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est dans le service aujourd'hui et qui viendra certainement dans le desktop très prochainement. Les 2 derniers features, scheduler l'abonnement au rapport Power BI, donc ça c'est pareil, ça va se faire dans le service. Alors je vais vous montrer ça assez rapidement. Il y a un article de blog qui est sorti, je crois, ce matin à ce sujet. Donc, je vais me mettre... alors, je crois que j'avais un autre rapport. On peut prendre le même, ça importe peu. Donc, imaginons que des personnes s'intéressent à ces analyses politiques et que je me mette à analyser autre chose. Bon, ils veulent être au courant de ce qui se passe sur le rapport. Donc, ils vont quelque part s'abonner en fait, au contenu du rapport pour pouvoir recevoir des updates. En l'occurrence, dans Power BI, ça se fait par email. On reçoit un screenshot statique du rapport. Jusqu'à présent, la souscription au rapport, côté développeur et côté lecteur, était disponible. Cependant, elle était forcément corrélée au refresh du dataset. C'est-à-dire que déjà, vous pouviez recevoir qu'un seul mail par jour. D'accord? Donc, quand vous vous inscriviez, quand vous vouliez vous abonner au contenu d'un rapport Power BI, vous pouviez recevoir au maximum une notification par jour. Et cette notification intervenait forcément après le rafraîchissement du jeu de données. D'accord? Là, ce qui est sorti, c'est la possibilité, en fait. Donc là, je suis l'auteur du rapport. Je vais pouvoir abonner les futurs lecteurs du rapport. Eux-mêmes peuvent aussi s'abonner dans leur coin. Et donc ici, je vais pouvoir définir une fréquence d'abonnement qui, du coup, lève les 2 limitations que je viens de vous donner, ne recevoir qu'une seule notification par jour et forcément recevoir la notification quand le dataset est rafraîchi. D'accord? Maintenant, c'est bien décorrélé. Ça va plaire à beaucoup de clients. Enfin, ce truc-là, je vais aller le montrer à pas mal de clients là, dans les prochains jours. Je pense que ça va faire du bruit. Alors, juste pour ceux qui aiment bien les détails, il y a encore une limitation dans les abonnements. C'est que les auteurs de rapports ne peuvent toujours pas abonner
d'autres personnes si le jeu de données a de la sécurité en lui. D'accord ? Je ne sais pas si des personnes dans la salle connaissent la RLS pour Level Security. On peut mettre une sécurité au niveau du jeu de données. Si le jeu de données a de la Row Level Security, donc une restriction à la ligne, on ne peut pas abonner d'autres personnes. Il faut qu'elles s'abonnent soi-même en fait au rapport. Voilà, donc ça c'était juste pour le détail. En tout cas, ce feature-là est quand même très intéressant. Et je ne veux pas spoiler Jean-Pierre qui va revenir sur la roadmap, mais il y a pas mal de choses qui vont venir sur la partie abonnement et collaboration, parce que l'équipe produit a bien conscience que le desktop a quand même atteint un certain niveau de maturité. Et là, il y a peut-être un travail à faire sur la partie collaborative, se partager les rapports, les systèmes d'abonnement, etc. Donc, c'est très, très, très intéressant. Dernière feature, ça me fait toujours mal au cœur d'en parler parce que je lutte contre ça. Le PDF. Vous savez, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, où l'analyse va pouvoir se raconter une histoire avec les bookmarks, etc. Et puis, quelque part, on a toujours quelqu'un dans la salle qui nous dit « Ouais, mais il me faut mon PDF. Je veux mon PDF statique, A4. Voilà. » C'est pas le cas, ça pourrait être Excel. Ça pourrait être Excel, oui. Ouais, en général, hein, les deux questions qui reviennent toujours aux formations, les trois. Comment j'exporte en PDF? Comment j'exporte en PowerPoint? Comment j'exporte en Excel? Donc, ce qui est sorti, c'est le fait de pouvoir exporter en PDF depuis Power BI Service. Donc, l'export PDF, il existe déjà dans Power BI Desktop. Si vous allez à ce niveau-là, on pourrait se dire que ça, c'est super bien. Et du coup, ici, donc là, je suis au niveau de Power BI Desktop. Je peux exporter en PDF mon rapport. Ça va exporter donc, sous un format statique. Je quitte Power BI, hein, je suis en PDF. L'ensemble des pages visibles de mon rapport. Visibles. Vous pouvez cacher des pages dans Power BI, elles ne seront pas exportées en PDF. Maintenant, ce qui est possible, alors je n'ai même pas testé, je n'ai même pas regardé si le bouton existait, j'ai juste vu l'article de blog. Apparemment, c'est pas arrivé sur le Tenant Europe. Mais là, bientôt, il devrait y avoir un bouton qui s'appelle exporter vers PDF. Et là, vous l'avez remarqué, je suis dans Power BI Service. D'accord? Je ne suis pas dans le desktop. C'est qu'une vue de l'esprit parce qu'en fait, ça existe depuis toujours. Vous faites juste imprimer, choisissez le PDF qui est souvent choisi par défaut. Et vous pouvez le faire. Ça fait la même chose. Ouais. C'est juste qu'à mon avis, il y avait plein de gens qui ne l'utilisaient pas. Ou là, au moins, il n'y a pas marqué PDF. Voilà, il n'y a pas écrit PDF. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les news. Donc, comme vous l'avez vu, des choses intéressantes, mais pas forcément aussi riches que les prochains mois. Je vais laisser Jean-Pierre, du coup, évoquer la roadmap, qui, pour le coup, est très riche. Non, il n'y a pas de démo. Ouais, roadmap. Vas-y, je te laisse. Oui, l'idée, c'était de parler un petit peu, je vais mettre tout là pour le live, c'était de parler un petit peu de ce qui va arriver après, parce qu'en effet, on a moins de nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Mais Microsoft est quand même plutôt clair et transparent sur où il emmène le produit et ce qu'il va faire dans les mois qui viennent. Donc, il publie tous les trimestres une roadmap qui concerne les 3, 6, 12 prochains mois. Ce n'est pas un engagement à l'heure et à la date près pour sortir les fonctionnalités. Mais en tout cas, ça vous dit ce qu'eux, ils ont priorisé et ce qui va arriver justement. Donc, ça donne cette orientation sur le produit. Je vous ai mis le lien. Ça ressemble à… je pense que tu l'as laissé ici. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, vous avez aussi un énorme PDF de 300 pages qui contient aussi toutes les nouveautés de Dynamics, et Power Apps et Flow. Mais sinon, vous avez tout simplement sur la version online, on avait présenté il y en a une qui commence à devenir jaune, intégrée directement à Power BI, mais elle n'est pas encore prête. Donc, on a quelque chose d'assez brut avec toute une liste de fonctionnalités. On ne va pas les passer en revue une par une, mais c'était juste pour en sortir quelques-unes, en faire une sorte un boulot d'édito et vous dire ce qui, en tout cas, nous, au travers de notre expérience et des projets qu'on peut voir, ce qui nous semble intéressant à considérer. Dans les fonctionnalités de navigation, donc, désolé, on n'a pas pris le temps de les traduire, mais dans les fonctionnalités de navigation, il essaie de pouvoir mettre un lien vers un autre rapport. Actuellement, on doit bidouiller, on a un lien vers le service en mettant des filtres, etc. Vous allez pouvoir construire des liens pour faire des navigations entre rapports. On a déjà pas mal de choses qu'on peut faire entre les pages du rapport, mais des fois, on a envie de sortir et d'aller sur un autre rapport. Des choses qui vont arriver. Expression-based formatting,
On a déjà du formatting conditionnel sur certains graphiques, sur certains visuels. C'est pas assez poussé parce que notamment on peut pas faire des choses dynamiques qui sont liées à tout un tas de une autre mesure d'axe, etc. Ça arrive, on va avoir un vrai moteur d'expression qui va nous permettre de finaliser des couleurs, des fonds, etc. On ne sait pas quelle va être l'emprise, ça ne marchera peut-être pas sur tous les visuels, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. A priori, ça devrait marcher sur tout. A priori, ça devrait marcher sur tous les visuels. En tout cas, peut-être pas les custom visuals, mais les visuels natifs. Pour les custom visuals, de toute façon, il faudra que chaque éditeur qui l'a développé l'implémente. Il faut que les éditeurs de visuels le fassent de leur côté. Shared and Certified Power BI Dataset, ça c'est celle qu'on attend depuis très très longtemps, notamment avec Tristan, mais avec d'autres confrères de l'écosystème. L'idée c'est simple, c'est qu'aujourd'hui vous êtes cantonné au workspace de travail, tout doit être dedans, et il manque certains niveaux de sécurité. Je ne rentre pas dans le détail, mais là l'idée ça va être de pouvoir dire, en fait j'ai un dataset qui est commun à toute mon entreprise, qui correspond, je ne sais pas, à l'étude de mon chiffre d'affaires, mes ventes, mes clients. Bref, vous trouverez, hein, c'est vous qui faites cette partie-là, et vous allez pouvoir finalement le partager entre différents workspaces, entre différentes tables. Il y a des éléments, on avait montré, je crois, en septembre, il y avait eu des choses qui avaient fuité lors d'une conférence qu'avait fait Microsoft. Bon, ça devrait arriver. Je crois que c'est marqué avril dans le avril ou juin, un truc comme ça. Celui-là, c'est mars, celui-là. Et l'expression-based formatting, c'est avril. Bon, vous avez des dates qui sont là, qui ne sont pas à prendre pour argent comptant. C'est encore une fois. Si vous êtes dans le monde de développement, vous savez que c'est comme dans les travaux dans le bâtiment, hein, on annonce et puis après il y a le retard qui arrive. Même si globalement, on peut dire qu'ils sont à peu près dans les temps à chaque fois. Ce feature-là, clairement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir dans les projets BI et le Power BI, c'est juste colossal. En fait. On fera un meet-up dessus. Ouais, je pense qu'on fera un meet-up dédié dessus. Ouais. Les traductions, je passe vite, mais en effet, il y a une grosse lacune dans le produit Power BI sur les traductions, alors que les back-end, enfin les outils qu'il y a derrière, enfin le moteur qui est derrière Power BI, le supporte depuis des années. Donc c'est pareil, ça devrait arriver pour avoir ce type de traduction. Les abonnements par email qui vont être améliorés, je ne sais pas s'il y aura la possibilité de lever cette limitation sur, c'est pas clair dans la roadmap, sur le filtrage, sur les données sécurisées. J'ai un peu peur que ce qui va arriver, c'est tout simplement de faire marcher ce qui existe depuis très longtemps dans une des technos de Microsoft qui sont les rapports paginés. On verra bien, en tout cas l'idée c'est d'améliorer ça. Le support de Python dans le service, on a fait un spécial Python le mois dernier comme meetup. Donc, Paul, qui j'imagine nous écoute en replay, nous disait que ce n'était pas disponible dans le service. Et ben voilà, c'est annoncé, ça devrait arriver dans le service. Évidemment, avec des limitations, notamment la gateway, etc. Mais ça devrait arriver. Si vous utilisez l'application mobile, vous ne pouvez pas faire de B2B, c'est-à-dire que vous êtes cantonné à votre tenant. Si on vous invite à voir un tableau de bord d'un de vos clients, d'un de vos partenaires, etc., vous êtes actuellement bloqué. L'appli mobile saura switcher de tenant et afficher différents rapports. On n'a pas beaucoup d'infos sur les Power BI Template Apps, mais ça a l'air super prometteur. L'idée, c'est de faire comme une apps aujourd'hui, sauf qu'on va avoir des éléments de paramétrage. Vous avez peut-être déjà joué avec les paramètres dans Power Query. Finalement, vous changez un paramètre et pouf, toutes vos données qui sont chargées sont différentes. L'idée, c'est de les mettre dans une app. Donc, je m'abonne à une app. Je fais de la pure conjecture. Hein. Je m'abonne à une app, je vais mettre un peu le paramètre qui va être ce que je veux voir. J'en sais rien, moi, une région, un client, un ID, etc. Et globalement, toute mon app va être entre guillemets, orienté sur ce que je vais faire. Puis je pense que c'est aussi pour pousser l'écosystème à fabriquer des applications. Ouais. Donc, quand je parle d'écosystème, c'est des ISV, donc des éditeurs de logiciels, pour déployer plus facilement et paramétrer en fait le déploiement. Tel que c'est formalisé en tout cas dans la roadmap, puisque c'est ce qui est public, et on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Tel que c'est formalisé dans la roadmap, on ne sait pas trop si ça va être interne, externe, mais on sait que Microsoft travaille avec le App Source, qui est un catalogue pour les partenaires, pour vous proposer du contenu. Ça serait idiot de faire deux choses totalement différentes. Bref, on n'en sait pas plus. Évidemment, quand ça arrivera, on sera ravis de vous faire un meet-up, peut-être pas dédié juste sur ça, mais en tout cas, de vous présenter les nouveautés. Il est mentionné pour quand dans la roadmap, ce truc-là ? Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Où est-ce qu'il est ? Template Apps, février. Ah ouais. Je pense que ça ne va pas sortir en février. Mon petit doigt me dit que ça ne va pas sortir en février. Ou alors, après, des fois, c'est subtil, c'est que ça se trouve, il va passer en privé de prévu en février. Là, il va falloir demander un accès pour pouvoir le tester, vous, de votre côté. Et enfin, le dernier, moi, je l'ai mis parce que je l'aime bien, c'est que j'en ai marre de rajouter toujours le chiclet slicer et le smart filter dans tous mes rapports, parce que je les utilise, donc c'est des custom visuels. Si vous ne les connaissez pas, allez les voir, hein, c'est ceux qui sont faits par
une société qui s'appelle Okaviz, je ne sais pas comment ils le prononcent d'ailleurs, Okaviz, qui sont pour moi ceux qui sont des must, qui sont mandatory à mettre dans un rapport. Et à chaque fois, dans chaque rapport, je dois aller les chercher manuellement. Bah, vous allez pouvoir choisir vos favoris. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais globalement, vous aurez vos favoris et ils seront directement dans votre toolbox. C'est une question qu'on aurait pu poser au sondage. Hein. Est-ce que utilisez-vous des custom visuals? Exact. On n'a pas posé cette question. Bon, too late, ça sera pour celui de 2020. Donc encore une fois, là, je ne peux pas vous les présenter parce que tout ça, on parle vraiment de roadmap et d'orientation. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un lien sur lequel vous avez des éléments qui vont vous aider à comprendre où va Microsoft. Et globalement, ça fait 3 ans et demi qu'en gros, ils ne nous déçoivent pas sur, en tout cas, ce qu'ils annoncent, hein, l'expectation versus ce qui sort. Donc voilà, on vous a fait un petit morceau choisi et bien évidemment, on sera au rendez-vous. Au prochain meetup, vous verrez les fonctionnalités. Exactement. Maintenant, on va passer la main à nos hôtes qui nous accueillent ce soir et qui vont vous présenter un magnifique sujet qui sera d'ailleurs différent parce que tu nous as la remarque qu'on avait parlé de data science dans différents meetups, mais je pense que vous allez aborder sur un axe original en tout cas. Je laisse la parole, Bertrand. Donc, bonsoir pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Je suis Bertrand Renotte, le team leader Microsoft au sein de Clerus. Donc, j'ai eu un passé purement Microsoft, BI Corporate, BI Agile et Azure. Régulièrement, donc, en discutant avec mes collègues, notamment mes collègues data scientists, je me suis rendu compte que j'avais une connaissance de grosso modo ce qu'ils faisaient, mais pas forcément l'outillage et comment ils le faisaient de bout en bout. Et inversement, qu'eux, ils avaient pareil une connaissance assez superflue de ce qu'on pouvait faire dans l'environnement Microsoft, du moins, et notamment dans Power BI. Ils avaient entendu parler des fonctionnalités de data science dans Power BI, mais sans aller forcément plus loin. Donc, de ce constat, suite à nos différentes discussions, on a décidé de faire une session sur la Power BI au service de la data science. Donc, pour ce faire, je serai accompagné. C'est surtout eux qui vont présenter, de Vanessa Mvolo, qui est consultante décisionnelle chez Clerus, et de Rafik, qui est lead data scientist chez nous, donc qui a découvert, en toute honnêteté, Power BI il y a 2 mois, qui s'est fait les dents dessus pour implémenter tout ce qu'il fait normalement au quotidien dans ces outils de data science, cette fois-ci dans Power BI. Voilà. Donc je vais les laisser se présenter. Merci Bertrand, bonjour à tous. Donc comme le disait Bertrand, moi je suis plutôt data scientist et je découvre Power BI très récemment. Le but en fait c'est alors nous en tant que data scientist, donc on a un certain environnement, donc on est plus centré sur, donc c'est quoi la data science? C'est des mathématiques statistiques avec connaissances métiers, programmation et algorithmique. Le besoin, en tout cas, d'intégrer du Power BI ou de travailler sur Power BI, c'est plus de profiter des fonctionnalités visuelles de Power BI et d'intégrer, en tout cas aujourd'hui, on voit que Power BI permet d'intégrer du code Python R. Donc, on va essayer d'utiliser la richesse de R et de Python pour rajouter des fonctionnalités à Power BI et pouvoir travailler en tant que data scientist dessus. Un petit peu plus fort. Ok. Alors d'abord, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi un projet en data science. Qu'est-ce qu'on fait quand on est data scientist? Donc la première partie, c'est plutôt comprendre la problématique métier et définir un use case métier. Donc quand la problématique est bien définie, donc on récupère des données à partir des bases de données, quel que soit le type de base. On va les traiter, donc on va faire de la data prep, on va créer des modèles prédictifs, donc c'est ce qu'on appelle, donc soit ça peut être des modèles machine learning ou des modèles statistiques de prédiction, etc. Et le but c'est, après, donc ces modèles prédictifs, on va les évaluer, et si les modèles ne sont pas bons, donc généralement on crée 1, 2, 3, donc plusieurs modèles, on les met en compétition, on regarde leur performance et on va choisir, c'est pour ça qu'il y a de l'évaluation, on va choisir le meilleur modèle. Et si on n'arrive pas à obtenir des performances satisfaisantes, on reboucle, on retravaille la donnée, etc. Donc la partie déjà travail de données et visualisation, elle est importante. Dès qu'on arrive à obtenir le meilleur modèle, là aussi on passe à la data vis.
et on déploie la solution. Donc ça, c'est grosso modo la chaîne de travail d'un data scientist. Donc là, dans cette présentation-là, le but, en fait, c'est de vous montrer les différentes étapes de ce travail-là et comment interagir entre les briques du data scientist et utiliser Power BI pour mieux avoir de meilleures visus et aussi de pouvoir interagir avec les graphes Python et R. Donc, généralement, un data scientist, on travaille essentiellement avec du Python, du R ou du PySpark. Donc, ici, pour cette démo, je vais essayer d'intégrer des briques R, Python. Ben, vraiment, c'est juste, c'est pas forcément, on ne fera pas de la comparaison parce que le résultat est souvent, en tout cas ici, il est presque le même pour Power BI. On ne va pas faire de comparaison, mais c'est juste de vous montrer comment on peut intégrer un code R ou un code Python dans Power BI et pourquoi on l'intègre et qu'est-ce que ça nous apporte, les fonctionnalités de Power BI. Donc, pour pouvoir intégrer du code Python ou du R dans Power BI, il faut d'abord avoir R et Python installés sur sa machine. Il faut les installer. Et dès que R ou Python soit installé sur la machine, Power BI, ce qu'on voit ici, c'est qu'il détecte automatiquement l'installation. Il détecte. Alors, si on a plusieurs versions de R ou Python installées, il va nous proposer la version qu'on va utiliser. Alors, ceci étant fait, donc on appuie sur OK pour configurer Power BI à l'utilisation de R et Python. Maintenant, on va avoir les deux icônes qui vont s'afficher R et Python. Donc, à tout moment, on peut faire intervenir du code Python comme on fait intervenir les différents graphes. Alors, la première phase, comme on a vu dans le process data science, c'est plutôt récupérer les données et traiter ces données-là pour les nettoyer et pour pouvoir les intégrer à un modèle prédictif. Donc là, on va voir comment on peut récupérer ces données. Donc, les données sont récupérées soit en utilisant un fichier simple ou des bases de données SQL, ou bien on peut utiliser des bases de données Azure, SQL Azure, HDFS, donc c'est du Hadoop, HD Insight Spark. En tout cas, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est que Power BI nous permet de récupérer un large spectre de types de bases de données. Donc, on a vraiment un grand choix. Alors, après ça, on peut récupérer des données en utilisant un code R ou Python. Ça, c'est important aussi, et de voir aussi comment on va les récupérer. Donc là, on va faire une petite démo pour faire de la data prep et les données. Je vais supprimer. Je peux la supprimer ou pas? Non, pas. Alors, on va voir comment on va récupérer ces données-là. Non, mais autant pour moi. Alors, OK. Donc, soit on va faire obtenir les données. Il va nous afficher donc un fichier plat, Excel, CSV, etc. Et tout ce qu'on dit. Après, si on veut récupérer des données R ou Spark ou Python, on clique sur script R et Python. On va le voir de l'autre côté. Je ne vais pas le faire en direct. Ça peut prendre du temps, etc. Donc, du coup, on va juste voir comment on les a récupérés. Donc, ce fichier-là, cette base de données TurnTrain, je l'ai récupéré directement en utilisant la fonctionnalité Power BI. C'est ce qu'on a fait. Et cette base Iris, celle-là, par contre, je l'ai utilisée en faisant appel à un code R. Alors, ce qui est simple, en fait, pour récupérer des données sous R en Python, c'est très simple. C'est une ligne de code. Et là, on récupère nos données. Alors, ici, c'est un cas particulier parce que R et Python aussi nous permettent d'appeler des jeux de données déjà existants. Par exemple, pour faire cette démo, on a un jeu de données. C'est les données Iris qu'on peut utiliser pour faire une démo. Donc, généralement, c'est des jeux de données qui sont faits pour faire du machine learning.
que ce soit pour des formations, pour tester des codes, etc. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, vous voyez, je récupère juste mes data iris et j'appuie sur OK. Les données sont récupérées. On les voit en navigation. Voilà. Maintenant que j'ai récupéré mon jeu de données, je vais faire des petites manips, en tout cas de la data prep ou de nettoyage de données. Alors, ce jeu de données-là, il est déjà prêt pour le machine learning. Celui-là, par contre, il n'est pas aussi propre que le premier. Alors, je l'ai fait exprès pour pouvoir vous montrer des petites manips à faire de nettoyage. Donc, ce jeu de données-là, on voit, il n'a pas récupéré l'entête comme il se doit. Donc, on a tout simplement défini que l'entête... Alors, je reviens ici. On va tout simplement modifier ici. On va dire qu'utiliser la première ligne en entête. Là, il va nous supprimer ça. Donc, c'est... là, vous voyez l'historique de ce que j'ai fait. Hein. Donc, je ne vais pas prendre le risque de refaire tout en même temps, sinon vraiment, là, ça peut prendre du temps. Donc là, je l'ai déjà fait. Les graphes aussi, ils sont tous faits. Je vais juste vous montrer le but en fait, c'est de vous dire que ça existe, on peut le mettre en place et voici comment on le mettre en place parce que c'est vraiment des petites astuces. Moi, je suis monté en compétence en tout cas avec Power BI. Là, ça fait... Bertrand, il dit 2 mois, mais un peu moins. Non, mais la vraie problématique, en fait, si on est quelqu'un qui travaille avec R ou Python et du Power BI, c'est pas évident en tout cas de les matcher souvent. Donc, le but, c'est de voir ces astuces-là, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, OK, on a enlevé l'entête. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans nos données. Là, on a un type de données qui est AB. Alors, c'est celui-là. Donc, cette donnée-là, il l'a considérée comme alphabétique alors qu'elle est numérique. Donc, c'est très simple. Je pense que je suis plutôt devant une communauté plutôt Power BI. Donc, je n'ai pas besoin de montrer tout ça avec tous les détails. Mais si vous voulez, vous levez la main et j'explique. Ça ne me dérange pas. Donc, j'ai modifié le type. Après, j'ai certaines variables qui ne sont pas nettes. Alors, quand on dit data prep, c'est très important parce que le gros travail en fait du data scientist, c'est vraiment la préparation des données pour pouvoir mettre en place un modèle. Un modèle qui prend en compte ou bien qui récupère des données qui ne sont pas propres, où il y a des données manquantes ou des NA, etc. Le résultat prédictif, il n'est pas fameux. Donc, c'est très important. D'ailleurs, sur un projet de data science, on a 80% du travail, il est fait sur la data prep et sur vraiment la sélection des features, etc. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on a pensé à utiliser du Power BI parce qu'on a vraiment un outil visuel. Donc, on voit les données. D'ailleurs, là, on a directement des graphiques. On peut voir combien de valeurs sont valides ou bien combien d'erreurs et combien de valeurs vides, notamment ce qu'on voit ici. Alors, là, il n'a pas détecté automatiquement, mais normalement, là, il va afficher un certain nombre de vides. Là, il devait afficher des erreurs, un certain nombre d'erreurs, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, voilà, mais la version initiale, normalement, il affiche des erreurs. Le but, c'est de les corriger. Donc, je corrige. Alors, on a les fonctionnalités Power BI qui permettent de récupérer tout ça ou bien de rattraper, ou bien de remplacer les vides par une valeur. Donc, ici, j'ai juste remplacé. Alors, j'ai remplacé l'erreur par des zéros dans cette variable, ou bien dans celle-là. Et je remplace les nuls par des zéros. Sauf que, donc là, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Il y a un petit... Alors, voilà, là, il va le mettre en place. OK. OK. Donc, ça, c'est tout simplement les étapes Power BI. J'ai rien fait de plus, en fait, que les filtres Power BI. Sauf qu'on peut le faire autrement. Là, même s'il ne se met pas la table, elle ne se met pas à jour. Bon. On ne se focalise pas là-dessus. C'est juste le but, c'est de dire, on a des fonctionnalités Power BI qui permettent de remplacer les nuls par une valeur ou des erreurs par une valeur, mais parfois,
on n'a pas, on ne veut pas remplacer ça par un 0 ou par un 1, mais plutôt par une moyenne, par la valeur modale, etc. Là, il faut intégrer du code. Et quand on veut intégrer du code, là, on va faire appel à R ou Python. Donc, on va dans l'onglet Transform et on clique sur R ou Python. Là, ça va nous sortir quelque chose de ce type-là. Voilà, il va nous sortir la console du code. Là, c'est du code Python que j'ai mis en place. Alors, ce code-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer une variable. Donc, il va centrer et réduire pour ceux qui ont un petit peu des notions de statistiques. Donc, centrer et réduire. On a une variable qui est largement dispersée. Donc, il y a des valeurs, supposons 1 million, 2, 3, 4, 5, 6, 10 000, etc. Donc, c'est des valeurs avec une amplitude assez large. Généralement, on aime bien retrouver des valeurs qui sont très proches, ou bien qui sont centrées et réduites. Pourquoi? Pour ne pas avoir cette dispersion-là, pour rester dans la même échelle. Donc là, Power BI ne le fait pas automatiquement, parce qu'il va remplacer une colonne par une autre, mais en faisant une modification sur toutes les valeurs. Donc là, j'intègre du code R ou Python. Là, c'est du code Python. Donc, ce qu'on disait, alors, ce qui est simple, c'est qu'il faut comprendre que quand j'ai un data frame ou bien une table, Python ou R va reconnaître ma table sous le nom de dataset. Et là, dès que j'ai compris ça, j'attaque mon code R ou Python avec la variable dataset et je fais ce que je veux dedans. Donc, ici, à l'intérieur, c'est vraiment un code pur Python. Donc là, je récupère mon data frame, il est récupéré automatiquement. Je lui dis que je vais modifier la première colonne, ou bien là, Python commence par 0, R commence par 1. Il faut faire attention à ça. Donc là, je récupère la deuxième colonne. Je remplace les ANA. Donc là, c'est une ligne pour remplacer aussi les ANA. On avait vu tout à l'heure, on peut utiliser la fonction Power BI, mais on peut aussi utiliser la ligne qui est Python. Donc, je remplace ANA par 0, mais j'aurais pu aussi le remplacer par la moyenne. Donc là, je calcule la moyenne de la colonne, je calcule l'écart type et du coup, je remplace en fait, toutes les valeurs de ma colonne par cette colonne-là, moins la moyenne divisée par l'écart type. Donc, c'est ce qu'on appelle centrer et réduire. Donc, j'ai fait vraiment une fonction plus complexe et je l'ai appliquée à mes données. J'appuie sur OK normalement, je laisse, je n'appuie pas, je ne veux pas qu'il y ait des bugs. Donc, mais au moins, il faut être honnête. Mais je sais que ça marche, hein, mais je veux pas que ça traîne. Et sinon, on va passer. En fait, le temps est limité pour les graphes, etc. que je vais présenter. Je veux pas vraiment que ça traîne. Donc, du coup, on va avoir finalement mon nouveau dataset ici. Donc, c'est cette variable. Alors, si on la regarde tout à l'heure, il y avait des valeurs 128, 107. Et ici, après centrer et réduire, on retrouve des valeurs qui sont autour de 0. Et donc, un minimum de 1 et un max. Bon, un minimum, c'est qui suit une loi normale entre moins 1 et 1, mais ça peut dépasser. Parce que c'est juste centrer et réduire. Donc, toutes les valeurs se retrouvent entre moins 1 et 1. Grosso modo, pas toutes. C'est centrer et réduire. Donc là, on a fait la data transformation. On suppose maintenant que mon dataset est propre. Je peux faire du prédictif, mais avant d'attaquer un modèle prédictif en data science, il faudra comprendre ces données. Donc, pour comprendre ces données, généralement, on trace des graphiques. Ici, par défaut, bien, on a déjà ces graphiques-là qui montrent les distributions des différentes variables. Mais on a besoin aussi de voir peut-être d'autres graphiques pour voir les corrélations des variables, comment se comporte une variable par rapport à à ma sortie. Généralement, quand je mets en place un modèle prédictif, c'est pour prédire un phénomène, une colonne. Donc, du coup, comment se comportent ces variables par rapport à cette colonne, etc. Donc là, on va voir, là, on est sur Power Query. On va retourner ici. Là, j'ai essayé de vous montrer comment on va mettre en place des graphes qui nous permettent de mieux caractériser mes variables et de les comprendre. Mettre en place un modèle prédictif sans comprendre ces variables, ça ne sert à rien. Parce que, et généralement, quand on est data scientist, si on ne travaille pas avec le métier,
pour mieux comprendre la problématique, pour mieux cerner le problème, ça nous permet en fait d'avoir un meilleur modèle prédictif. Donc là, ici, on va essayer de s'approprier les variables. Le long de cette présentation-là, vous allez avoir une représentation Python, R, Power BI, etc. C'est juste pour mélanger les choses, mais vous allez voir une fonctionnalité qui est assez intéressante. Donc là, ici, on a un pair plot qui est fait sous Python. Alors, ce pair plot, qu'est-ce qu'il fait? Donc, mon dataset qui est Eris, il contient 4 variables. Donc, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4. Et on a la dernière variable qui est spécifique, donc c'est les catégories des fleurs qu'on veut présenter. Alors, le dataset Eris, bien sûr, ça représente les fleurs. Donc, ça, c'est des fleurs d'Eris. Et on a 3 catégories, des versicolores, des Setosa et des Virginica. Le but, c'est de se baser sur les différentes variables qu'on a. Alors, je vais la sortir. OK. Donc, les pétales, la longueur des pétales. Donc, les pétales, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les sépales, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Pour chacune des fleurs, donc ça, c'est un échantillon. Une ligne, c'est une fleur. Pour chacune des fleurs, on a une description, on a la longueur des pétales, la largeur des pétales, la largeur des sépales et la longueur des sépales. Le but, à la fin, c'est juste de prendre ce descriptif-là et mon modèle, il va me dire c'est quel type de fleur j'ai. Est-ce que c'est une versicolore, Setosa ou Virginica? D'accord? Mais pour faire ça, on va essayer déjà d'analyser le dataset. Donc là, je regarde un petit peu la corrélation ou la relation entre les différentes variables que j'ai ici. Ce graphe-là n'est autre, en fait, en ligne, c'est les variables que je viens de présenter, en colonne aussi. Donc, celle-là, par exemple, qui est très intéressante. Je peux peut-être le grossir là, tu sais, si tu le en haut là. Le bouton je fais ça? Ouais, sauf que c'est un en fait, c'est un graphe Python, il va pas bien montrer. On est où? Ah, ok. Celui-là? Ok. Très bien. Bah, c'est parfait. Alors là, on a vu, en fait, là, c'est les pétales, c'est la longueur des pétales. Donc, c'est les histogrammes qu'il a tracés tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment se comportent les variables entre elles. Donc, ces deux variables-là, par exemple, je ne peux pas les faire, mais ça, c'est les sépales width en fonction de la longueur des sépales. Donc, la largeur des sépales et la longueur des sépales, il n'y a aucun lien. Pourquoi? Parce que les valeurs ici sont distribuées aléatoirement. Alors, les variables qui sont corrélées, c'est des variables qui me montrent ce genre de signe-là. Donc là, c'est la largeur des pétales et la longueur des pétales. Là, ça montre que plus la pétale est longue, plus elle est large. C'est ce que me montre ce graphe-là. Parce qu'en fait, là, c'est la longueur et là, c'est la largeur. Donc, si un point ici, c'est une fleur. D'accord. Donc, si on est autour de la bisectrice, c'est que les deux variables sont corrélées. Si on est comme ça s'éparpille un peu partout, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Ok, ça c'est un graphe en Python. Alors, du coup, moi j'ai une question. Oui. J'imagine que c'est lié au code qui est en dessous. Comment tu as déterminé que l'axe X, c'était la longueur du pétale? C'est à ce niveau-là? Oui. Alors, ce que je dis ici, c'est que à l'axe X ici, en fait, moi j'ai sélectionné, donc pour le code Python, pour tracer ces différentes variables, c'est tout simple. Donc, je sélectionne les variables que je veux mettre dans mon graphe. J'ai sélectionné ici. Python, il va les reconnaître automatiquement. Ça, tout ce qui est gris foncé, c'est Power BI qui l'écrit. Moi, j'interviens à partir de là. Lui, il me dit que mon dataset contient ces différentes variables. OK. Et moi, j'attaque à partir de là, sachant que mon dataset, il s'appelle dataset. C'est ça que je vais manipuler ici. Alors, sous Python, c'est très simple. J'ai juste importé. Alors, c'est comme on fait du code Python. Généralement, pour utiliser une librairie Python, il faut l'importer. Donc là, je fais import, matplotlib pour pouvoir tracer. Et aussi, j'utilise la librairie Seaborn de Python aussi, qui me permet de tracer les pair plots. Il y a le graphe qui est là. Donc là, la seule
la seule ligne qui me permet de tracer ce graphe-là, c'est celle-là. Ça, c'est l'import des librairies et ça, c'est le graphe. Si je veux ajouter un titre, je rajoute une ligne. Mais sinon, et après, je lui demande d'afficher le graphe. J'ai rien fait. Donc là, le dataset, c'est vraiment toutes les colonnes, toutes les variables. Et cette ligne-là, si je veux par exemple tracer qu'une seule variable, là, il faut que je le spécifie. Ou bien, je modifie. Si j'enlève une, je vais prendre le risque. Voilà, j'enlève une, le graphe, il va se mettre à jour. Voilà. Vous voyez, donc, alors que si je veux le faire sous Python, ça va prendre un peu plus de temps. C'est qu'il faudra que pour n'afficher que les trois, en modifiant le code, il faudra spécifier les différentes colonnes. Alors qu'ici, j'ai juste supprimé la colonne qui me dérangeait ou bien la colonne qui ne m'intéressait pas. Je vais la remettre quand même. Voilà, on la remet. Très bien. Là, le code Python, il se met à jour automatiquement. J'ai répondu à ta question? OK. Là, c'est des graphes, c'est des bar plots qui sont… ça, c'est du Power BI. Alors ici, c'est juste de présenter comment se comportent les différentes variables qu'on a ici par rapport aux différents types d'iris. Les Virginica, on voit que les Virginica, comme on le voit ici dans la photo, elles ont des pétales qui sont plus longues, etc. Des sépales aussi qui sont plus longues. Voilà. Donc, on ne rentre pas dans le détail du use case, ce n'est pas le but. Là, j'ai téléchargé aussi un autre graphe pour voir, pour ceux qui sont plutôt graphes en tant que réseau. Ici, alors, il est intéressant parce que ce graphe-là, même s'il n'est pas en natif, mais on l'a téléchargé, et il me montre en fait, donc les nœuds, les gros nœuds, c'est les différents types, et ce qu'il y a ici, c'est les arcs, ce qu'on appelle des arcs, c'est la variable pétale length. Donc, ça me montre juste que le pétale length me permet de séparer les différents types d'iris. Pourquoi? Parce qu'elles sont quand même… elles sont vraiment… On n'a pas de variable, on n'a pas d'intersection, énormément d'intersection entre les différents types. Si je choisis une autre, on va voir si c'est le cas ou pas. C'est pas le with. Vous allez voir que ça se rentre dedans. C'est pas le with. On va mettre en source. OK. Là, maintenant, on voit plus que… Vous voyez, les Virginica et les Setosa et les Versicor se rentrent dedans, ont des valeurs en commun. Donc, cette variable-là ne me permet pas de les séparer. Donc, si je mets un modèle prédictif à base de cette valeur-là, ou cette variable-là toute seule, ce sera difficile de dire si c'est des Virginica ou des Setosa. Alors, là, en fait, tu cherches à déterminer ce qui va être discriminant. Là, je suis juste en train d'analyser, effectivement. Mais généralement, les variables discriminantes, elles ne sont pas aussi linéaires que ça. Voilà. C'est les combinaisons, généralement. C'est pour ça qu'on utilise des modèles de machine learning qui sont plus complexes, qui permettent de combiner des variables entre elles, etc., pour mieux prédire ma sortie. Mais là, c'est un exemple. Déjà, si on arrive à visualiser le lien entre mes variables d'entrée et la variable que je veux prédire, c'est déjà très bien. Alors, l'avantage d'utiliser du Power BI avec du Python, c'est qu'ici, je peux appliquer des filtres directement sur mes graphes Python sans toucher au code. En cliquant par exemple là sur les Virginica, tous les graphes autour vont me donner que les caractéristiques des Virginica. Donc ce code-là, Python, vous voyez, il s'est mis à jour, il m'affiche, en fait, ce que je lui ai demandé de tracer, il le trace que pour les Virginica. Celui-là aussi, c'est un graphe Power BI que vous connaissez. Donc du coup, effectivement, il se met à jour automatiquement. Mais ce qui m'a étonné, c'est que vraiment, il se met à jour, que ce soit un graphe Python ou R, il se met à jour, il met les filtres et il retrace automatiquement. Ça, c'est très bien. Alors, si on veut regarder aussi d'autres graphes, donc ça, c'est les box plots, ou c'est ce qu'on appelle des boîtes à moustaches en statistique. Donc, ça nous permet en fait de tracer. Donc là, c'est un code Python et là, c'est un graphe R, mais ça permet de visualiser l'étendue ou bien comment sont réparties les différentes variables. Donc là, c'est les petal length. Ça va, donc la longueur des sépales, ça va de 4,2 jusqu'à presque 8. Ça, c'est le min, ça, c'est le max.
ça, c'est vraiment 50% de l'échantillon qui a moins de 5,8 ou quelque chose comme ça, et 50% supérieur à cette valeur-là. Donc, pareil pour les autres. Et aussi, donc là, on l'a pris pour tous les types des iris, mais si on se met juste sur celui-là, il va nous dire aussi comment se comportent ces variables-là par rapport à la catégorie que j'ai choisie. Donc là, ça nous a permis quand même d'avoir des graphes interactifs, ce qui est intéressant, qu'on ne peut pas avoir si on faisait que du R ou du Python. Si vous voulez, je vous montre aussi comment on fait du R. Là, c'est du Python. On va voir comment le R est mis à jour. Alors, R, c'est encore, bon, je dirais, c'est très simple, ou si c'est juste une ligne de code, pareil, hein, donc il reconnaît en tant que data, donc les données que je lui donne, il en reconnaît comme dataset, et après, j'ai juste à afficher boxplot et j'affiche, je lui dis affiche le dataset et je donne le type. Voilà, donc c'est très simple. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant d'inclure du code R, parce que généralement, c'est juste une ligne de code. Alors là, on fait de la data vise. Maintenant, on va passer, on suppose qu'on connaît nos données, on va mettre en place un modèle de machine learning. On va voir comment on va faire pour mettre en place un modèle de machine learning. Je laisse la parole à Vanessa. Comme on a pu le voir là sur Power BI, on a pu afficher plusieurs types de graphiques nativement sur Power BI, qui sont des graphiques qui sont très utilisés dans le domaine de la data science. On a par exemple des histogrammes, comme il a montré, des boxplots, des matrices de corrélation. Tous ces graphiques-là, en fait, peuvent être obtenus de plusieurs façons sur Power BI, de façon native, ou alors en important des visuels personnalisés. C'est-à-dire qu'on peut créer son propre fichier visuel personnalisé et après l'importer dans nos vises pour après analyser. On a également la possibilité, en fait, d'avoir des visuels organisationnels, c'est-à-dire que l'administrateur Power BI, il crée un fichier personnalisé qui met à disposition des utilisateurs de l'entreprise. Donc, l'utilisateur final qui veut créer son rapport peut directement aller prendre ce fichier personnalisé-là et l'importer sur Power BI pour après visualiser comme Rafik l'a montré précédemment. On a également des visuels qui sont sur la place de marché, qu'on peut importer directement depuis la place de marché. C'est des visuels qui sont mis en disposition par la communauté Microsoft, mais également par toute personne qui crée un fichier de visuel personnalisé et qui est certifié sur Microsoft. Du coup, il sera disponible en fait sur la place de marché. Donc voilà. Du coup, je continue sur la partie de gestion des données ou on enchaîne sur comment intégrer machine learning. Alors, là, on sait faire on peut visualiser nos données. On va mettre en place des modèles de machine learning. Mais c'est quoi les modèles de machine learning? Pour ceux qui ne savent pas, on a en fait deux types de familles de modèles de machine learning. Donc, on a des modèles non supervisés et des modèles supervisés. Donc, les modèles non supervisés, c'est quand on a par exemple ces clients, on veut les segmenter, mais on ne connaît pas en fait à quel segment réellement appartient tel ou tel client. On veut juste avoir un regroupement de clients pour un ciblage, par exemple, marketing. Je ne sais pas, par catégorie socio-professionnelle, plus l'âge, par sexe, etc. Donc, on met en place un modèle de machine learning de clustering pour faire de la segmentation de ses clients. Deuxième cas, c'est de mettre en place un modèle de classification ou bien de régression. Donc, la classification, c'est ce qu'on veut faire réellement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a la différence avec le non supervisé, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une supervision. Donc, il y a un certain, quand on dit supervisé, c'est il y a un apprentissage, et il y a de la prédiction. Alors que les modèles non supervisés, il n'y a pas d'apprentissage. Je prends mon échantillon et je le sépare en un certain nombre de clusters, tout simplement. La classification, c'est autre chose. C'est que j'ai des données, je vais apprendre d'abord à mon modèle un certain nombre de règles, ou bien une certaine catégorisation de mes clients ou de mes lignes, et après, je vais lui donner, donc c'est ce que j'appelle un ensemble d'apprentissage, et après, je vais lui donner un autre ensemble pour lequel il ne connaît pas la prédiction. Donc ici, par exemple, dans notre cas, je vais lui donner un ensemble avec le type d'iris qui correspond à la ligne, et je vais lui donner un autre ensemble. Donc là, il va construire le modèle, il va construire les paramètres, etc. Il va faire son apprentissage. Et après,
mon modèle, je vais lui donner un autre ensemble pour lequel on ne lui donne pas le type d'iris. On lui donne juste les longueurs des pétales des sépales et les largeurs des pétales des sépales. Et lui, il va me dire est-ce que c'est une cétosa ou autre. Voilà. Donc, généralement, alors, ici, cette partie-là, c'est plutôt ce qui va venir sur Power BI. Donc, je le dis en amont parce que sinon, vous allez vous attendre à toute cette chaîne-là dans la démo. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va démontrer, mais cette partie-là, en fait, c'est la partie qu'on Power BI appelle Azure Machine Learning. Donc là, ce sera encore plus riche et on pourra appliquer tout ça. Mais généralement, mettre en place des modèles de machine learning, ça implique toutes ces briques-là. Donc, faire de l'apprentissage, appliquer ce modèle-là, improve it, donc tester le modèle, est-ce qu'il est bien ou pas, et après, appliquez-le en mode temps réel ou bien en mode production. Là, je vais vous montrer comment on peut mettre en place deux modèles ou des modèles de machine learning. Donc, on commence par la segmentation. Tout à l'heure, je disais, donc pour la segmentation, on n'a pas besoin de labelliser nos données. Donc, on récupère juste les données. Donc là, ici, j'ai récupéré pour mon modèle, donc j'ai mis en place un modèle sous Python, un modèle sous R. Et ici, j'ai fait juste une présentation Power BI. Power BI ne fait pas du clustering. Mais vous voyez, ça ressemble un peu, mais je vais vous dire la différence après. Là, il y a de l'intelligence. Là, il n'y a pas d'intelligence. Là, c'est de la représentation. Oups. Non, non, il n'y a pas de souci. Il ne veut pas cliquer. En fait. OK. Donc là, il y a un modèle mathématique derrière. Il met ces couleurs-là d'une manière automatique. Ici, c'est moi qui lui demande de tracer. En l'axe des X, c'est la longueur des pétales. L'axe des Y, la largeur des pétales. Et les couleurs, c'est les species. Ici, je ne lui donne pas les couleurs, en fait. Les couleurs, c'est lui qui me les fait. Alors, comment il le fait? Là, c'est du Python. Alors, Python, qu'est-ce que je lui dis? Donc, je lui donne mon dataset. Je définis, en fait, mes deux variables que j'insère. Et je lui dis tout simplement, donc j'importe bien sûr toutes les librairies qu'il me faut. Je lui dis, je veux séparer mes données en 3 clusters. C'est tout ce que je lui dis. Hein. Et j'applique la méthode des k-means. Donc je lui dis, fais-moi une clusterisation, un clustering, une segmentation en 3 de mon dataset. Donc là, je l'applique à mon dataset. Mon dataset, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les valeurs des pétales et des sépales. C'est tout. Et lui, il me renvoie après, à partir de là, il me renvoie les différentes classes. Et le graphe, qu'est-ce que je lui dis? Bien sûr, c'est juste du graphisme. Donc, je lui dis, tu me traces en X les pétales, en Y les pétales length, en Y les pétales width, et les couleurs, tu me mets les couleurs des centres. Ici, on voit, en fait, ce que j'ai mis là en triangle, c'est les centres de classe qu'il a définis, qu'il a trouvé automatiquement avec la méthode des k-means. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait du clustering ou de la segmentation. R, c'est pareil, hein. On met pareil, on change. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, le méga algorithme de machine learning qui va trouver lui-même la super classification, on obtient quasiment la même segmentation que quand tu définis l'espèce. En fait. Oui, parce que en fait, après, le jeu de données, il est assez simple. Ouais, voilà. Il est assez simple. On a vu quand on a analysé quand on a tracé les différentes variables, on a vu qu'il y a quand même, surtout qu'on a fait le graphe, on voit clairement que les Virginica ont des, voilà. Donc les variables, la longueur des pétales, etc., elles sont discriminantes. Donc c'est très bien d'ailleurs que ça m'affiche comme ça, mais dans les cas les plus complexes, ça ne correspondra pas exactement. Ouais, mais là, c'est juste vraiment à des fins de présentation. Je mets un cas qui est un dataset qui est connu et c'est juste pour découvrir les fonctionnalités, de savoir comment ça fonctionne. Il y a des questions dans l'auditoire, n'hésite pas à la répéter pour le live. La question, donc elle sera posée. Oui. Un cas, on parle de Power BI, mais c'est pas Power BI
Ça, c'est pas super difficile. Oui. Petite quantité. Oui. D'accord. On peut le montrer. Voilà. Oui, si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Au contraire. Moi, là, la seule solution que j'ai trouvée, c'est juste je trace les trucs et je mets les couleurs. Voilà. Après, j'ai cherché un peu pour voir est-ce qu'il y a un algorithme ou un outil qui me permet de faire du clustering. J'ai pas trouvé. Donc, En fait, il y a un truc massif qui existe, cependant, il ne marche que sur 2 variables. On avait Paul Péton qui nous avait fait un épisode le mois dernier un peu sur ce sujet-là, où il expliquait qu'effectivement, le code que tu as montré là, bah, du coup, tu peux lui passer autant de variables que tu veux et forcer le nombre de clusters que tu veux avoir. Là, par exemple, oui, effectivement, pour celui-là, pour le code R, je peux rajouter des variables. J'espère que ça fonctionnera. J'espère qu'il y a, voilà. Je peux rajouter des variables, sauf que l'affichage après, il me l'affiche en multidimension. Mais là, par exemple, j'ai donné, tout à l'heure, j'ai donné que 2 variables, mais j'aurais pu lui donner plusieurs variables. Il fait un clustering vraiment par rapport aux 4 variables. Là, ça, c'est juste l'affichage. Hein. Mais derrière, il fait vraiment le clustering par rapport aux 4 variables. Là, j'ai montré ce qu'on pouvait faire, en tout cas pour les modèles non supervisés. Après, je peux aussi appliquer les modèles en filtrant. Voilà. Donc là, ça va afficher autre chose. Là, ça n'aura plus de sens de l'afficher comme ça avec Power BI, mais le clustering, ça peut avoir du sens. Donc là, on a juste fait par rapport au Virginica, mais après, est-ce que ça a du sens de le faire comme ça? Là, ça signifie tout simplement ici que même pour les Virginica, par rapport au petal length et au petal width, on a quand même 3 catégories, parce que je lui ai défini 3 catégories. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice, mais au moins, il me le fait. Il me dit juste qu'on peut les séparer en 3 catégories parce qu'il y a des Virginica qui sont petites et des Virginica qui sont grandes. C'est vraiment ça le sens ou l'interprétation de ça. Vous voyez, là, pour mettre de la segmentation, c'est assez simple. Par contre, là où ça se complique, c'est quand on veut faire vraiment de la classification ou du modèle supervisé. Là, il faut mettre en place donc, plutôt un modèle ou bien un échantillon d'apprentissage, donc faire entraîner notre modèle. C'est ce qu'on ne va pas faire là, mais je vais juste vous montrer comment on le fait. Donc, pour appliquer ça, il faudra retourner dans le query. Dans le Power Query, on va voir comment on peut créer ou peut mettre en place un code Python qui va me faire de la classification. Donc là, je vais récupérer, donc j'applique sur tout mon modèle, j'applique un code Python qui va faire de la classification. Donc on va mettre en place 2 types de classifieurs ici, du Random Forest et du XGBoost. Après, on va analyser leur performance. On va voir quel est celui qui s'adapte le mieux à mon jeu de données. Ici, j'avoue que le jeu de données, il est simple. Les performances sont pareilles, mais j'ai modifié un petit peu. J'ai enlevé une variable à un jeu de données pour que l'autre soit meilleur que lui, pour qu'on puisse voir les choses. Mais bon. Alors, c'est très simple. Donc, j'ai dit, on va splitter mon jeu de données en 2. Donc, ici, on va le séparer en train et en test. Donc, R ou Python. Ici, c'est du R. Hein. R ou Python, ils le font très bien. Je définis, là, c'est les paramètres de contrôle de mon modèle. Et là, je lui dis tout simplement RF classifieur. Donc là, on va appliquer, on veut prédire les species. Je lui dis que c'est mon train et j'applique mon classifieur RF, avec la méthode RF, à ce jeu de données-là. Il va me sortir un classifieur RF pour ce jeu de données. Et après, je vais lui demander de prédire. Il va me prédire avec le jeu de test. En fait, ça ne sert à rien de le faire sur le jeu de train parce qu'il a déjà appris sur le jeu de train. Donc, moi, je veux le tester, de voir est-ce que ses performances sont bonnes sur un jeu qu'il ne connaît pas. Donc, ici, ça, c'est un jeu qu'il ne connaît pas. Il va me faire des prédictions. Et c'est sur cela qu'on va juger. Je mets pareil, alors, je récupère, vous allez voir après que je récupère aussi l'importance, les variables qui sont importantes pour mon modèle, d'une manière automatique. Et là, vous allez voir, il y a une petite astuce, c'est que généralement, quand je mets en place un code Python ou R, en sortie, il me récupère que ce que je définis en bas
en output. Donc, ce que je veux récupérer ici comme table, il doit être dans output. Donc là, je lui dis, tu récupères le D-test, les predicted, etc. Mais si je veux encore récupérer d'autres indicateurs, ben, je note juste devant, je mets data frame. Et là, je pense Power BI, il se dit, data frame, en fait, c'est le synonyme de table. Donc, il lui dit, OK, donc c'est une table, donc je vais l'inclure dans mes sorties. D'accord? Et là, j'ai mis du temps à le faire parce que ce n'était pas aussi évident et on ne le trouve pas dans la documentation. Donc là, je le récupère. Donc, je récupère tout ce que je veux finalement, je le récupère en sortie. Parce que c'est très important. Vous voyez que le modèle de machine learning, il est fait dans le Power Query. Et nous, on analysera les performances dans l'autre partie, donc la visualisation. Donc, il faut qu'il y ait quand même une passerelle. Et la passerelle que j'ai trouvée, c'est plus de définir ou bien de les récupérer, ces tables-là ici. Après, on va voir aussi comment on va les afficher et pouvoir les utiliser après en visualisation. Donc là, j'ai mis en place mon code. Alors, j'ai mis aussi pour le XGBoost, pareil. Hein, donc, je définis l'XGBoost, je mets en place le modèle, je récupère toutes les performances, etc. Et puis, je récupère aussi mon dataset initial. Je ne vais pas cliquer sur OK, sinon il va tourner longtemps. Alors, je disais tout à l'heure, donc ça, c'est une table de table. Si on la laisse comme ça, on ne pourra pas l'utiliser après dans la visualisation. Je pense que vous le savez. Mais donc, il me faut quand même récupérer les différentes variables dont j'ai besoin après, les différentes tables. Donc, du coup, je vais créer des références. C'est important parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas afficher les visualisations que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on va créer des références de cette manière-là. OK, référence, et je crée le nom de référence. Par exemple ici, l'importance des variables. Donc, j'ai juste sélectionné en fait mes références et je sélectionne. Vous voulez que je fasse la démo? D'accord, vous savez, OK. Mais si vous voulez, vous m'interrompez, je le fais, il n'y a pas de souci. Ça ne prend pas du temps. OK, donc je récupère tout ce que je veux, en fait, les variables ou les tables dont j'ai besoin pour ma visualisation de tout à l'heure. Là, on passe de l'autre côté, donc on passe à la visualisation. Et comment on va juger notre modèle? En data science, on a ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc, la matrice de confusion, c'est quoi? C'est en ligne, on a les valeurs, en fait, les prédictions. Et en colonne, c'est les valeurs réelles. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je me base sur les colonnes, les cétosas, en tout, j'ai 25 cétosas. J'ai 25 aussi versicolores. J'ai 25 Virginica. Sauf que mon modèle pour les Virginica, il m'a prédit 23 en Virginica, mais 2 en versicolore. C'est pour ça qu'on affiche une matrice de confusion pour voir quelles sont les bonnes prédictions. Donc, c'est la diagonale et les erreurs de prédiction. C'est comme ça qu'on va comparer aussi les différents modèles. On le compare comme ça, ou on le compare en utilisant ce qu'on appelle une courbe ROC. La courbe ROC, en fait, ici, on va afficher les deux modèles. Là, c'est la spécificité, là, c'est la sensitivité, ou bien c'est ce qu'on appelle les vrais positifs et les faux positifs. Le but, c'est de réduire les faux positifs et de maximiser les vrais positifs. Donc, on maximise la sensitivité et on réduit la spécificité. Alors, ici, on a donc cette courbe ROC-là, elle calcule un indicateur qui s'appelle l'AUC. Donc, c'est le modèle qui a un AUC le plus fort ou le plus élevé qui est le meilleur. Ça signifie, en fait, l'AUC, ce n'est autre que la surface qui est décrite ou bien qui est couverte par la courbe. Ici, on voit que le modèle rouge est plus fort, il est meilleur. Donc, le modèle rouge, c'est l'XGBoost. Maintenant, on veut voir, par exemple, pour ce modèle-là, quelles sont vraiment les variables qui sont impactantes, qui sont celles qui impactent le plus le résultat. Bah, ici, on le récupère aussi. Donc, j'ai la longueur des pétales. Donc, c'est à peu près ce qu'on a vu dans les visualisations de tout à l'heure. La longueur des pétales, la largeur des pétales. Alors, ça, c'est juste un score. Il n'y a aucun sens, en fait, concret, mais c'est un score qui est relatif.
Quand je dis relatif, c'est que si c'est 26 ici, là c'est 1, on a une différence énorme. Donc finalement, c'est celle-là qui influence le plus le résultat que celle-là. Voilà. Et donc, et en plus, on le voit. Donc la longueur des pétales, donc plus les pétales sont longues, plus on sait que c'est des Virginica. Et si elles sont courtes, donc on sait que c'est des Setosa. Donc là, j'ai fini, je pense, avec la présentation de la classification. Après, vous pouvez toujours me poser des questions à la fin de la presse. Je laisse plutôt je cède la parole à... Tu veux que je continue? D'accord. Alors, on a mis en place un modèle de machine learning, on a analysé les performances de ce modèle-là, on a comparé les deux modèles, on sait lequel, en tout cas visuellement, lequel on applique. Maintenant, c'est beau, c'est bien d'appliquer du Power BI pour faire de la data science, oui, mais il y a quand même des avantages, il y a des inconvénients. Ici, on voit que parmi les avantages, c'est vraiment facilité de récupérer des données parce que Power BI quand même nous permet une large de récupérer en fait différents types de bases de données d'une manière très simple. Il facilite le nettoyage des données. On voit clairement les NA, on voit clairement les erreurs, on voit clairement les valeurs qui sont vides. On peut les remplacer juste avec un clic bouton. On a des graphes interactifs, chose qu'on ne peut pas avoir si on travaille que sur du Python ou sur du R. Et aussi, on peut profiter de toutes les fonctionnalités visuelles de Power BI. Il y a une chose qu'on n'a pas citée ici, c'est qu'on peut travailler sur le projet, mais d'une manière collaborative. Donc, c'est en tout cas, tout le groupe peut travailler sur le même projet et intervenir sur ce projet-là si on enregistre ça sur Power BI Service. Par contre, il y a quand même des inconvénients. C'est que, on a vu tout à l'heure, on a importé des packages. Pour utiliser un package R ou Python, on importe les packages. Et sur R, généralement, un package, il a énormément il a souvent plusieurs dépendances. Et ce n'est pas évident de le gérer ici sous Power BI. Si on le fait sous Python, il y a quand même un message il nous affiche un message. Est-ce que vous voulez installer un package ou pas, qui est dépendant de celui que vous voulez installer? C'est simple, on répond par OK, oui ou non. Ici, sous Power BI, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, idéalement, pour installer des packages, on va sous R, pour éviter tous les problèmes. On va sous R, on installe les packages et on revient sous Power BI. Et on installe. Après, il y a aussi des petites erreurs que j'ai rencontrées, en tout cas en mettant en place le code Python ou R, mais qui sont difficilement en tout cas, pour lesquels le diagnostic est un petit peu difficile, parce qu'on n'arrive pas forcément, comme c'est Power BI, c'est pas R ou Python qui nous répond, on n'a pas directement le vrai message de R ou de Python pour pouvoir comprendre clairement elle est où l'erreur. On a une certaine limitation concernant l'affichage. Donc avec Power BI, on ne peut afficher que 150 000 lignes. Les spécialistes de Power BI peuvent nous dire si c'est vrai ou pas, si c'est faux. Bon. Mais par contre, il peut traiter, quand on fait, par exemple, quand on fait tourner notre modèle, il peut traiter plus que 150 000. Donc, il traite tout mon dataset. Pareil, la durée de calcul, elle est limitée à 5 minutes. Donc, en visuel aussi. Donc, seulement en visuel. Il y a un autre point négatif. Si on télécharge, en fait, si on travaille en collaboratif, les figures Python ne s'affichent pas. Les figures R s'affichent, les figures Python ne s'affichent pas. C'est dans la roadmap. Voilà. Voilà, je pense. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Voilà, en tout cas par rapport à ça. Voilà, il ne faut pas oublier, je suis plus un data scientist qu'un data viz. Donc, j'essaie un petit peu de couvrir les deux. Je sais qu'il y a… Alors, par contre, les points positifs, c'est vraiment ces points positifs qui vont attirer les data scientists à utiliser du Power BI. Après, effectivement, il y a des points à améliorer et à intégrer, mais je pense que aussi il y a un certain nombre de points négatifs qui sont là. Ils seront vraiment réglés en faisant appel ou bien en créant la connexion avec Azure Machine Learning.
qui pourra vraiment faciliter ou répondre déjà à toutes ces questions et d'en résoudre ces types de problèmes. Alors, voilà, donc j'ai répondu un petit peu à la question aussi. Donc, avec l'arrivée, je pense, de Power BI avec Azure Machine Learning, on va vraiment couvrir un petit peu ou presque tout, mais c'est vraiment tous les points négatifs que j'ai cités tout à l'heure, parce que finalement, c'est du machine learning pur. Donc, on n'a même pas besoin d'utiliser du R ou du Python ou les fonctionnalités R Python. On va directement utiliser les fonctionnalités d'Azure pour faire du machine learning. Alors, on peut faire aussi du Power BI pour attaquer ou faire de l'analyse avec Spark. On peut aussi intégrer des fonctionnalités d'Azure qui sont les fonctionnalités cognitives ou le cognitive service d'Azure qui sera bientôt intégré aussi à Power BI. Donc, ben voilà. Donc, si vous avez des questions, on sera très content de vous répondre. On va commencer par celle online de Bertrand qui demande comment applique-t-on le modèle mis au point sur de nouvelles données? Peut-être, comme je n'ai pas vu ça a été répondu, la question est toujours d'actualité, Bertrand. Ok. Qui a posé la question en fait? Non, c'est online. D'accord. Sur YouTube. Ok. Comment appliquer? Alors, ça, c'est un petit. Alors, c'est un point négatif aussi. Parce qu'en fait, quand on met en place un modèle de machine learning, c'est ce qu'on va voir ici. Quand on met en place un modèle machine learning, j'ai montré comment on récupère les différentes variables ou les différentes tables que j'ai créées ici. Mais il y a un vrai point ici. C'est comment je récupère ce modèle-là. Parce que pour répondre à ta question, c'est que pour l'appliquer, il faudra récupérer ça. La seule chose que Power BI me permet de récupérer à l'extérieur de ce code R, c'est des matrices de données. Donc, c'est des tables. Or, le modèle, le classifieur, réellement qui est derrière, le noyau, le modèle mathématique, ce n'est pas une table. C'est plutôt un objet qui est plus complexe. Donc, je ne peux pas l'extérioriser ici. Mais si tu as en entrée le fichier à plat que tu as montré là, je pense que la question de Bertrand, c'était si demain j'ai un nouveau fichier à plat qui a la même structure, mais sur lequel je veux faire tourner un algorithme qui a tourné sur ce jeu de données-là, oui. Est-ce qu'en mettant le fichier et en faisant un refresh dans Power Query, tu réexécutes Oui, ça tu le réexécutes. Voilà. Mais alors, parce qu'il y a quand même la question, parce qu'ici, si on crée un modèle, c'est pour l'appliquer. Ça nous permet d'avoir du bon visuel, de créer un modèle, d'interagir pendant toute la phase de création de modèle jusqu'à la sélection du meilleur modèle. Ça facilite la tâche, j'avoue, parce que finalement, de voir tout le temps son jeu de données et de pouvoir visualiser tout ça avec des graphiques, etc., c'est très bien. On ne le voit pas quand on fait que du R ou du Python, c'est-à-dire quand on travaille sur du code comme ça. On ne l'a pas, ce visuel. Mais, parce que la question elle est pertinente, je me suis posé la même question et j'ai beau chercher à pouvoir exporter le modèle, même en passant par un JSON, etc. Parce que ce que tu me dis, c'est de refaire complètement l'apprentissage. Non, justement, je vais leur demander de préciser. Non, je pense que ça va bien la prédiction en fait. Cette fonction prédict, c'est de ne pas avoir à entrer le modèle, mais d'avoir un modèle totalement externe, en binaire. Oui, c'est vraiment ça. En fait. Oui, c'est cette fonction-là, c'est cette fonction ici qu'il voudra qu'on utilise à l'extérieur. Mais pour extérioriser celle-là ou externaliser ça, il faudra. L'inverse, en fait, c'est d'avoir fait l'entraînement à l'extérieur et d'avoir appliqué la prédiction dans oui, sauf que pour le faire, il faudra récupérer le modèle que j'ai entraîné ici et le sortir à l'extérieur de ce code-là. Oui. Aujourd'hui, je ne connais pas la solution, en tout cas sous Power BI, pour le faire. On ne peut pas le faire avec le SQL serveur intégration qui change complètement les données avant de les intégrer à Power BI. Dans tous les cas, on peut toujours le faire en amont avant que les données… Normalement, ça se fait en amont. En fait, vous voulez utiliser un outil de reporting pour pouvoir manipuler les données. Les manipulations de données se font avant.
dans l'intégration et non sur un logiciel comme celui-ci. C'est un sujet qui peut faire débat. Dans la évidemment. business intelligence, en fait, on fait l'intégration avant, Oui. on manipule les données, Oui. on peut mettre du Python, et après on le met sur Power BI. Et on a un ETL intégré aussi qui peut faire quelques manipulations. Oui. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'il y a 60 000 dans la salle. Savoir où est-ce qu'on met la barrière entre ça. Dans la CSS BI, par exemple, il n'y a rien avant. Les cas, on se Oui, de enfin, en fait, faire, nous étudions en fait que la partie à la fin qui doit correspondre à tout. Et normalement, on peut le séparer en plusieurs parties. C'est la partie data. oui, enfin, la partie ETL. normalement, en fait, la normalité, en fait, elle va dépendre, elle est à géométrie variable, en fonction des projets, en fonction des clients, en fonction des personnes qui sont dans la salle. Donc oui, l'idée, c'est de faire au plus tôt. Ça, c'est valable sur une base de données qui est très simple et peu de lignes. Par exemple, 150 000 lignes, s'ils veulent plus loin, ils ne peuvent pas aller plus loin. Si on fait une intégration avant, on peut même manipuler des millions de lignes. Oui, alors après, Et il y a une partie, il y a un logiciel chez Microsoft qui le fait. Oui, Justement, dans la d'accord. business intelligence, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à la question. Non, mais c'est juste une remarque générale. Effectivement, l'objectif du meetup, c'est de montrer les Python dans Power BI. Oui. Non, mais on peut l'intégrer aussi. Hein. Que c'est justement toute une partie qui fait partie aussi des logiciels de chez Microsoft. Y a-t-il d'autres questions? Online, il n'y en a pas. Online, je ne sais pas si ça a répondu finalement à la question de Bertrand. Peut-être que ça a chuté, donc c'est peut-être plus. Il y a une question en fond. N'hésite pas à la répéter. Oui. La session, si vous faites dans Power Query, vous avez deux flux, deux requêtes. Si vous exécutez tout le temps dans les deux requêtes, c'est la même session. On déclare, si on crée la fonction crédit dans une requête, on va la retrouver dans la deuxième requête, mais dans le même carton. Je ne serais pas certain, mais je pense que non, parce qu'il cloisonne vraiment l'exécution. Quand tu es dans la partie ETL, quand tu es dans Power Query, tu as un contexte d'exécution qui n'est pas du tout le même que celui d'après. Mais je pense que Paul regardera et répondra peut-être soit sur le forum ou autre, à moins que tu aies la réponse. Moi, je pense que non aussi, parce que si je lance deux requêtes différentes, quand tu dis deux requêtes, c'est que je lance un Python ici. Si maintenant je mets un autre script R au Python, c'est ça? Dans une autre requête. Ah non, alors non, ça c'est sûr que non. C'est ça le problème en fait qu'on a avec le jeu en prédiction, parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est pour ça que j'ai ici sorti toutes les tables dont j'ai besoin aussi, parce que sinon je ne pourrais pas les utiliser si je ne les sors pas du code. En fait, tout ce que je récupère du code Python ou R, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas moyen de forcer le code Python aussi. Il s'exécute en arrière-plan? Non, apparemment, pas. Non. Ici, en fait, c'est comme une tâche. Hein. On exécute le code Python. Si on ferme le code, c'est là où il s'exécute. Après, il n'y a plus de, il y a plus de moteur derrière. Et on peut pour bien, il envoie juste la requête. Le moteur Python, il est Oui. Il n'y a pas juste un moyen dans la deuxième requête, c'est-à-dire de rester dans le même kernel. Non, pour des raisons de sécurité, je ne pense pas, mais on va dire que je suis sûr à 80%. Et néanmoins, une façon qui pourrait être de faire, là j'ai ouvert un vieux Power BI que j'ai regardé. En effet, on peut utiliser une fonction de load et passer par le file system. Finalement, tu entraînes ton modèle, tu l'enregistres sur le disque et tu le reloads sur le disque ou potentiellement sur un share online pour faire un petit peu de code pour faire ça. Alors c'était en R hein, l'exemple, donc je pense qu'en Python ça doit être pareil. Donc en faisant ça, ça va être possible, mais on prend le point, alors à la rigueur, on mettra la réponse dans le forum sur ça. Mais je suis presque sûr à 80% que c'est vraiment cloisonné d'un point de vue mémoire, d'un point de vue sécurité, et qui ne fait pas tourner Python pendant en tout temps ou desktop et tout ça. Vous avez pas d'autres questions? Oui. Dernière.
En fait, quand on les installe sur R, Power BI, il les reconnaît directement. Oui, parce qu'avec les dépendances qu'on a avec les packages R, en fait, quand on installe un package, ce package-là, il dépend d'autres packages généralement et il demande d'installer les autres. Quand on est par exemple sur une interface R pure, il demande est-ce qu'on veut installer ou pas. Cette interactivité ou cette interaction avec le code R ne se fait pas ici sur Power BI. Donc, si c'est un package qui n'a pas d'interaction avec d'autres, il va l'installer, il n'y a pas de souci, mais sinon, il ne va pas l'installer. Idéalement, c'est d'ouvrir. De toute façon, on a du R et du Python qui est installé sur la machine. Donc, on ouvre juste la console R et puis on installe. Python, il y a moins de soucis parce que Python, on n'a pas besoin d'installer généralement. Si on installe, c'est que c'est vraiment un package qui est extérieur à l'installation de base de Python. Ce problème d'installation de package, il n'y est que pour R. C'est pour ça que je l'ai signalé que pour le R. Parce que R installe au fur et à mesure de l'utilisation des packages. Python, il a déjà les packages ou les librairies qui sont déjà installées, en tout cas les librairies standards, et celles qu'on n'utilise pas, elles sont rarement utilisées, donc on a un besoin spécifique, il faut aller sous Python, installer et revenir sur Power BI. Donc, par exemple, Seaborn ou Matplotlib, là, ils viennent nativement. J'ai rien installé en fait, ils sont nativement dans Python. Oui. Il s'agit d'une distribution de Python, parce que si vous installez le Python classique, vous allez sur le Python.org, vous n'avez pas les librairies pour faire la data. Donc, il y a une distribution qui s'appelle Anaconda. Ah oui, Anaconda. Exactement. Ben, il nous le propose quand on l'installe. En fait. Oui, il le propose. Là, effectivement, là, j'ai installé du Anaconda, qui est une version Python qui est faite pour la data science, qui est faite pour le machine learning. Ok. Voilà. En tout cas, merci. On va vous retenir 2 secondes, on sait ça sent bon, hein, on a envie de passer au networking. Donc, c'est la dernière partie, n'hésitez pas à discuter, à échanger entre vous autour de ce sujet-là, mais autour du sujet qui vous a fait venir aussi Power BI. On voulait juste, avec 2 messages pour terminer, c'était vous annoncer les prochains meetups qui sont déjà d'ailleurs sur le site. J'en ai créé un, le deuxième, on attend. En tout cas, vous allez avoir les éléments. Donc, le mois prochain, on retourne chez Mobiskill et on a demandé à un confrère de vous parler de SAP. Donc, c'est un Rex qu'il a déjà fait au User Group SAP. Vous avez tous de près ou de loin touché un peu à du SAP. Ou si vous ne connaissez pas, ça va être le bon moyen de voir un petit peu comment on se connecte à SAP, ce qu'on est capable de faire à SAP. Avec Power BI, oui. Bien sûr, oui. On est bien ici. Alors, BW ANA, je ne sais pas s'ils montreront les deux ou pas. Il y a plus de détails quand on publiera les infos. Et pour le mois d'avril, on ne l'a pas encore publié ou annoncé, mais il y aura un retour d'expérience d'une entreprise qui a mis en place une équipe de data analystes. Hein. Donc l'idée, c'est de comprendre, qui évidemment font du Power BI. Et encore une fois, hein, l'idée, c'est de tourner autour de Power BI, mais pour essayer justement de comprendre quels sont leurs points quotidiens, leur métier, leur job, ce qu'ils font avec Power BI. Voilà. Voilà, merci à tous. Une dernière question. Juste une question juridique pour la prochaine session à SAP. Il y a une boîte en Angleterre qui s'est fait attaquer parce qu'elle utilisait les données des SAP en sortie pour les mettre dans BI. Et SAP a dit c'est mes données, c'est mon format. Alors, c'est comme tout. C'est pas parce que quelque chose est techniquement possible que c'est autorisé par les licences que vous signez avec un éditeur. Les connecteurs ANA BW sont faits par SAP. D'ailleurs, il y en avait un qui était sur SAP BI, sur les univers BO anciennement, qui a été retiré à la demande de SAP. Hein, donc, c'est bien leur données. Après, encore une fois, on vous montre ce qui est possible, mais il est fort probable qu'on doit payer une petite redevance pour pouvoir sortir les données. Et je prends un autre exemple sur lequel vous êtes confronté. Il y a un composant qui s'appelle ArcGIS-Map, un composant qui n'est pas fait par Microsoft qui permet de faire des maps. Vous vous apercevez au bout de 3 clics qu'il vous dit « Ah oui, en fait, alors pour que ça marche bien, il faut une licence ArcGIS-Map, etc. » Évidemment, et ça là-dessus, c'est à vous de faire attention
sur ce qui est possible, ce que vous avez le droit de faire avec vos licences. Mais je pense que ça sera couvert justement lors du retour d'expérience. Ça tombe bien qu'on ait cette question. On leur demandera d'aborder ce point-là. S'ils ont la réponse, voilà, on verra bien. Je pense qu'ils juridique d'utilisation des données. Exactement, exactement. Bon, allez, on passe au pizza là. Allez, merci à tous.